Bonsoir Thomas Siroto. Bonsoir. Vous venez de réaliser un documentaire absolument passionnant. Il s'appelle Lady Sapiens. On pourra le voir sur France 5 jeudi prochain. D'ici là, on peut aussi découvrir votre enquête dans ce livre, voilà, qui s'appelle aussi Lady Sapiens. C'est aux éditions Les Arènes. Je parle d'une enquête parce que c'est vrai que ça a tout d'une enquête policière. Vous avez suivi, traqué le moindre indice à la recherche de la femme préhistorique. Et alors, on assiste médusé à votre conclusion. Jusqu'à présent, on avait tout faux. Eh bien oui, en fait, on se représentait les fans de la préhistoire comme nous l'avaient dit les préhistoriens du 19e siècle, c'est-à-dire coincés au fond de leur grotte à attendre le vaillant chasseur qui chassait les gros mammouths et qui s'occupait des enfants et des activités domestiques. Or évidemment, on découvre à travers notre documentaire et ce livre que le portrait de ces femmes est bien différent et grâce aux toutes dernières découvertes scientifiques. Oui, on découvre une femme puissante qui part à la chasse, qui peint également. Tout à fait, ouais. Alors ça a été aussi une révélation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui dire que seuls les hommes ont peint les fresques de Lascaux ou voilà, en l'occurrence la grotte de Pechmerle, qui est magnifique avec ses chevaux ponctués, etc. Parce qu'elle y a laissé probablement ses traces de mains et aussi ses traces de pas. Et ce sont grâce à ces analyses de mains, de traces de mains, qu'on a pu faire le lien? Oui, en fait, ces traces de mains, elles permettent, grâce à des études de la longueur des doigts, de définir le sexe de la personne qui a posé la main sur la paroi. Et puis, pour confirmer aussi cette étude, on a fait, un chercheur allemand qui s'appelle Andreas Pastors a fait venir des pisteurs namibiens qui ont analysé les traces de pas laissées par ces hommes et ces femmes de la préhistoire pour déterminer qu'en effet, elles étaient bien là au fond des grottes et qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Elles ont pu peindre ces magnifiques fresques de Pechmerle ou de Lascaux. Et alors, d'où vient cette image biaisée de la femme préhistorique qu'on se traîne depuis quand même des siècles presque? Il ne faut pas en vouloir. Hein. À chaque époque, ses représentations, à chaque époque, toujours un peu dans vision. le même sens, la représentation tout de même. Ah oui, il faut se revenir aux c'est quoi, 19e siècle, le Moyen-Âge en gros? Le 19e siècle, c'est-à-dire il y a 150 ans, le début de la préhistoire. Au 10e siècle, c'est là où on commence en gros à faire l'étude de la paléontologie. On découvre des squelettes fossiles en creusant la terre. Donc on se dit, mais qui sont ces hommes qui ont vécu manifestement il y a très longtemps, puisqu'on découvre des os d'animaux associés à des pierres taillées, et on se dit, ce n'est pas des hommes d'aujourd'hui, c'est des hommes très lointains, on les appelle antédiluviens, c'est-à-dire avant le déluge. Alors, qui ils sont? Ce sont des chasseurs. Oui, ils ont des armes, ils ont tué des animaux. Ok, l'homme est un chasseur, c'est lui qui a fait l'hominisation, c'est-à-dire qui a créé notre évolution et qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui, des êtres humains évolués. Et on oublie totalement les femmes. Les femmes, là-dessus, disparaissent complètement. Et on en fait des femmes qui s'occupent des enfants et qui restent dans les grottes à s'occuper de la progéniture et de la nourriture. Ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, on va découvrir, scoop, à quoi ressemblait la femme préhistorique grâce à votre documentaire. Voilà. On va voir les images de synthèse qui représentent cette femme. On va la voir à l'écran. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Alors, les images qu'on voit ici, évidemment, ont été représentées grâce à des études archéologiques. On a la Dame du Cavillon, par exemple, qui est un squelette féminin. Eh bien, il est très grand. Il fait 1,72 m et il a des os très robustes. Qu'est-ce que ça veut dire, des os très robustes? Ça veut dire que sa musculature était très puissante. Donc, c'est une athlète de la préhistoire. La femme de la préhistoire est vraiment balèze. C'est une athlète. Et puis, les analyses génétiques nous ont permis de savoir qu'elle avait la peau foncée, d'une part, et les yeux bleus. Pourquoi la peau foncée est quelque chose de relativement nouveau? On ne l'imaginait pas, c'est ça? On parle bien sûr des hommes et des femmes préhistoriques européens. Tout à fait. Alors, les hommes préhistoriques, nos ancêtres, venaient d'Afrique, donc c'est pas très étonnant qu'ils aient la peau foncée. Sauf qu'on s'est rendu compte que cette peau foncée reste très longtemps en Europe, c'est ce que nous explique Evelyne Ayer justement dans le documentaire, puisque cette peau foncée va rester jusqu'à très tardivement, jusqu'à moins 6000 ans, moins 5000 ans, puisque, en fait, et on pense que c'est dû au fait qu'ils ne mangeaient beaucoup de viande et qui contient beaucoup de vitamine D, qui permet d'avoir une musculature et un squelette très puissant. Et tout ce que vous décrivez, une femme aux muscles puissants, élancée, ça ne correspond pas du tout justement aux statuettes que vous montrez d'ailleurs très bien dans le film et qui, à l'inverse, représentent des formes plutôt lourdes, des seins généreux, parfois même des individus obèses.
pourquoi ces statuettes-là existent? Parce que ça a dû aussi induire en erreur les chercheurs. Ces statuettes, il faut les voir comme, quelque part, une ode, un hommage à la fertilité, à la fécondité. Ce que nous dit justement Nicolas Conard, qui est le découvreur d'une des plus anciennes Vénus de la préhistoire, celle de Hohlefels en Allemagne, dans le Jura souabe, eh bien, c'est que ces formes très généreuses, ces seins très proéminents, ces fesses énormément projetées vers l'arrière, eh bien que c'est pas du tout le physique de ces femmes, puisqu'elles sont chasseurs-cueilleurs, nomades, donc elles ont beaucoup d'activités. Elles vont à la chasse avec les hommes. Exactement, elles bougent toute la journée, elles vont à la cueillette, elles vont chercher de l'eau à la rivière, elles s'occupent évidemment aussi de leurs enfants, mais on le voit aussi dans le documentaire, elles ont aussi de nombreuses autres activités, ce qui évidemment crée un physique bien plus robuste et pas du tout ces femmes très rondelettes. Alors évidemment, on peut pas seulement dire que ça n'existait pas, que ces femmes rondes n'existaient pas, mais c'était clairement pas le physique général de ces femmes. Oui, c'était une sorte d'hommage que les sculpteurs de l'époque rendaient aussi à l'image de la maternité, de la féminité. Il faut s'imaginer qu'à cette époque où la démographie est quand même le nerf essentiel pour la survie d'un groupe, la femme portant l'enfant est probablement vue comme quelque chose de magique, magnifique, qui vient perpétuer le groupe et sur qui il faut absolument, qu'il faut absolument protéger et vénérer. Qu'est-ce qui permet à ces chercheurs d'être sûrs de ce qu'ils avancent et de cette nouvelle version en fait, de la femme préhistorique? Sur quoi ils s'appuient? Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques scientifiques qui ont permis d'évoluer énormément ces dernières années ou ces derniers temps? On parlait de l'ADN tout à l'heure. Évidemment que l'ADN a permis de faire des progrès énormes sur le physique, mais aussi sur les générations, de savoir comment ont évolué notre espèce à travers le temps. Et puis, il y a aussi des recherches, des techniques étonnantes, comme par exemple celle de la cochlée. La cochlée, donc il faut le dire pour ceux qui oublient leur cours de c'est l'organe de l'oreille interne. Voilà, l'organe de l'oreille interne. Ça se trouve à l'intérieur du crâne et ça permet de différencier un homme et une femme, même chez les fossiles, puisque cet organe, évidemment, comme c'est de la matière organique, il disparaît. Sauf qu'il laisse une empreinte à l'intérieur de l'os du crâne. Et ça, c'est une découverte française. Comment est-ce qu'on va voir à l'intérieur de l'os du crâne d'un fossile? Avec quelle technologie? Alors, on utilise un appareil qui a un nom barbare, qui s'appelle un microtomographe à rayons X. Alors, ce sont des rayons X? Ce sont des rayons X qui permettent de découper le crâne en images et qui, grâce après un ordinateur, peut reconstituer en 3D cet organe disparu. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont permis justement de faire la différence entre oui, bien sûr. Il y a aussi l'étude des dents qui permet, grâce à l'étude des isotopes qui sont conservés à l'intérieur des dents, de comprendre la durée de l'allaitement, qui permet, elle aussi, puisque pendant l'allaitement, une femme n'est plus fertile, de savoir combien d'enfants peut avoir une femme au cours de sa vie. On a beaucoup parlé des femmes. Il y a les hommes préhistoriques aussi, leur lien, leur rapport entre eux, qui a aussi évolué dans les jugements des chercheurs. On s'intéressait tout d'abord beaucoup au début de l'archéologie sur le progrès technique. Donc il fallait absolument changer un petit peu de vision, et on a vu que le comportement était essentiel et était très différent entre ce qu'on pensait de ce côté un peu brutal et sauvage de la préhistoire, alors que maintenant on s'aperçoit qu'ils étaient beaucoup plus tendres et probablement... amoureux peut-être aussi. Probablement aussi. Vous parlez d'affection et de tendresse. Merci à vous Thomas Siroto. Bien sûr, encore plein d'autres découvertes dans ce documentaire jeudi prochain sur France 5 et dans ce livre En attendant dans toutes les bonnes librairies aux arènes. Merci à vous, un livre coécrit avec Jennifer Kerner et Eric Pincas. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.